Bonsoir à tous, en effet. Donc, bonsoir à tous, bienvenue aussi nombreux à une nouvelle soirée de Malo Paramed. Du coup, moi je vais introduire un petit peu ce qu'est le réseau Malo Paramed, et puis ensuite je passerai la parole à Solène Chauvet, donc d'Octopus Sport, avec qui on a organisé la soirée, et puis qui présentera Florence. Donc le réseau Malo Paramed, ça fait 5-6 ans qu'il existe, et puis le but c'est de faire des soirées comme on fait aujourd'hui, de faire aussi des soirées informelles pour se rencontrer en tant que professionnel de santé, et puis aussi organiser des formations. Donc je vais vous donner un petit peu les prochaines dates, et puis Fanny peut-être qui est... Donc déjà je remercie Fanny qui a aussi organisé la soirée, et qui gère les mailings, et puis qui gère un peu tout l'administratif autour de tout ça. Donc merci Fanny, et puis merci au domaine de la Parminet de nous recevoir encore une fois. Donc du coup on va avoir une prochaine soirée qui sera du coup le 20 juin autour des troubles de la dysproprioception et du traitement des patients 10, donc organisé avec le docteur Laure ici présent et qui avec la présence, enfin pas la présence mais une organisation autour de docteur Kersia qui est une référence dans le domaine. Vous avez reçu un petit papier sur la formation qui aura lieu en novembre sur le trouble des dysproprioceptions, et puis on aura une autre soirée courant septembre. Alors, 26 septembre, sur mon petit papier, sur les premiers secours en santé mentale, pour nos patients, mais aussi pour nous, professionnels de santé. Ça parlera aussi du burn-out des soignants. Et puis sûrement une prochaine soirée, courant décembre, sur le retour des Jeux Olympiques, avec des professionnels qui ont pris en charge des athlètes olympiques. Et puis, on a la chance du coup d'avoir aussi des formations qui sont présentes sur Saint-Malo, avec Yann Paya qui est ici présent, qui fait une formation les 8 et 9 juillet, c'est bien ça? 8 et 9 juillet. 5 et 6 5 et 6 juillet. Donc sur les réflexes archaïques et la santé, donc en collaboration avec Héloïse Rosé qui est ostéopathe. Pour ma part, je vais faire 2 formations sur le 20 septembre et le 25 octobre. Une formation sur l'initiation aux neurosciences de la douleur, sur l'interoception et les images incarnées, et une formation sur l'initiation aux thérapies manuelles debout, donc le 25 octobre. Et ensuite, on a la formation donc, avec le docteur Kersia, le 8 et 9 novembre. Voilà pour les informations. Ce que je vous invite à faire, c'est de nous rajouter vos mailings si vous ne les avez pas, et si vous ne recevez pas les mails de Malo Paramed. Donc on a un petit bout de papier. Pardon ? Il faut venir me voir pour que... Ah, j'ai mis un petit bout de papier là avec un crayon. Sinon, vous allez voir Fanny ici présente pour vos mails. N'hésitez pas aussi à partager à vos professionnels autour de votre secteur. On voit qu'il y a des gens du 22, de Rennes, de Melès, c'est ça. Donc ça commence à émerger un peu partout. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous rajouter? Et n'oubliez pas de vous inscrire sur... c'est aussi une réservation. On a un repas qui sera prévu, donc on a besoin du nombre précis à chaque soirée. Donc voilà, donc merci à tous, et puis je passe la parole à Solène. Merci Antoine, bonsoir à tous. Heureuse du coup et ravie de pouvoir co-organiser cette soirée avec le réseau Malo Paramed. Du coup, également ravie d'accueillir Florence qui prendra soin du coup de se présenter tout à l'heure. Pour introduire cette belle soirée autour de la femme et la place de la femme dans le sport de haut niveau. Thématique qui, moi étant ancienne sportive de haut niveau et passionnée de course à pied, pratiquante également, une thématique auquel je suis très sensible, donc vraiment heureuse de pouvoir partager en tout cas tout ça avec vous ce soir. Et avant que Florence se présente et lance la soirée, je reviens sur l'aspect formation du réseau Malo Paramed, donc qui a un axe en tout cas du réseau depuis quelques temps. Et pour cet aspect formation, du coup, Florence est aussi là pour donner une formation sur 2 jours demain, le 1.0 du coup de la clinique du coureur, et donc une formation qui affiche complet du coup pour cette première à Saint-Malo. Donc heureux en tout cas de pouvoir permettre aux professionnels du secteur de se former sur le territoire autour de cette thématique, et de pouvoir parler aussi un langage commun entre professionnels. Donc encore une fois pour ça, merci Florence d'être présente ce soir, et puis merci à tous pour votre participation ce soir, et
Et du coup, je vais passer la main à Florence. Ce sera un plaisir d'échanger en tout cas. Donc Florence, c'est à toi. On y va. Belle soirée à tous. Merci infiniment, Antoine et Solène. Merci à tous. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas préparé de slide. D'habitude, puis ceux qui seront là demain, vous allez voir, il y a une belle slide pour me présenter. Je n'en avais pas fait pour cette présentation-là, sûrement parce que ce n'est pas ce qui est le plus intéressant, mais peut-être juste pour vous resituer et avoir conscience que je ne suis pas qu'une imposteur qui vient vous parler de la femme et du sport de haut niveau. Je ne suis absolument pas, et je n'ai jamais été sportive de haut niveau, je n'avais absolument pas les capacités. Par contre, j'ai toujours eu une culture du sport à travers mon éducation et puis ma vie de femme, ma vie de maman, ma vie de kiné. J'ai longtemps pratiqué le judo. Après, quand ma vie était un petit peu plus remplie, je me suis mise à la course à pied, c'est quand même beaucoup plus facile. Et j'étais assez naturellement attirée par l'endurance et l'ultra-endurance, sûrement parce que ça correspondait à mes qualités, puis je me rendais bien compte que plus les courses duraient et plus j'étais dans l'avant du peloton. Donc j'étais quand même un peu complète dans l'âme. Et donc j'ai eu la chance de participer à tous les plus gros ultras, j'allais dire un petit peu de renom, pour lesquels j'étais une finisher fière de l'être. Donc voilà, j'ai eu un petit coup d'arrêt, un gros coup d'arrêt au mois de décembre, parce que j'étais opérée d'une endofibrose de l'artère iliaque externe, qui s'est malheureusement très mal passée. J'ai fini en réa, bon, ça a été un peu compliqué. Et en fait, j'ai eu une dissection de l'artère consécutive à ça derrière. Donc j'ai rien pu faire pendant 3 mois et j'ai été réopérée le mois de mars. Et là, les ballonnets n'ont pas fonctionné, j'ai un stent et je revis. Donc voilà, je recours et je retrouve cette aisance et ce plaisir à courir sans réfléchir et sans avoir mal dans la jambe, ce qui est assez un grand privilège et je m'en réjouis. Donc voilà, à côté de ça, je suis kiné et je suis aussi formatrice pour la Clinique du Coureur, qui est un organisme qui forme les kinés professionnels de la santé, coachs, médecins, ostéos, podos, etc. Tous ceux qui sont amenés à rencontrer des coureurs sur la prévention et le traitement des pathologies du coureur. Et puis je forme aussi pour la méthode Mackenzie, qui est une méthode d'évaluation des rachialgies. Et c'est assez sympa de retrouver à la fois des passionnés de course puis des passionnés des gens que j'ai rencontrés via la formation Mackenzie, qui sont actifs aussi. Hein. Donc voilà, je m'arrête là parce que ma vie, mon œuvre, c'est pas le but de la soirée. Alors, ce sujet de la place de la femme dans le sport de haut niveau, en fait, il m'a été demandé par une association de kinés qui s'appelle les CIFEPCA, qui sont une association d'étudiants kinés, qui fait un congrès tous les 2 ans. Et au mois de mars, ils m'ont invité et ils m'ont demandé de faire une présentation sur la femme et le sport de haut niveau. Alors c'est vrai que ça sortait un petit peu de ma zone de confort, parce qu'il y a des présentations où je pourrais les faire les yeux fermés, peut-être tellement je les ai faites. Alors que là, j'avais pas de support, je ne m'étais pas forcément énormément interrogée sur le sujet. Et comme souvent dans ces situations-là, vous apprenez des tas de choses, et puis à la fin, au-delà d'avoir pris plaisir à présenter, vous avez pris plaisir à passer une coche dans vos connaissances. Et rien que pour ça, je les remercie. Alors j'ai coutume de dire que ma génération, en tout cas que moi j'ai ce sentiment de ne pas avoir pris soin des combats que la génération de ma maman avait gagnés dans les années 60. Et que finalement, ce que j'avais considéré comme acquis, parce que j'ai eu la chance de jamais me poser la question si je pouvais avoir accès ou pas, et bien finalement ma fille se la pose beaucoup plus que moi. Et on est aujourd'hui confronté à des nouveaux élans, des nouvelles batailles. Et quelque part, j'avais envie que cette présentation soit pour moi l'occasion de rejoindre cet élan-là. Alors l'histoire du sport au féminin, qu'en est-il de son accès, qu'en est-il de la représentation des femmes, qu'en est-il de leur considération dans le sport de haut niveau? Catherine Louveau, qui est une sociologue du sport, nous dit que nous sommes loin de l'égalité homme-femme et que nous sommes loin d'une égale présence des hommes et des femmes. Si on fait un petit bond dans l'histoire, la pratique du sport au XIXe siècle était autorisée aux femmes sous réserve de modération, de discrétion et d'esthétisme. On ne va pas tout de suite se jeter des pierres ou jeter des pierres à qui de droit ou à qui de pas droit d'ailleurs, mais l'idée c'est de se dire d'où on part, où on en est, qu'est-ce qui a été fait, parce qu'il faut quand même se réjouir de ce qui a été fait,
et quels vont être les programmes à venir. Alors, je ne cache pas qu'au départ, l'état des lieux il est quand même un peu sévère. Dans ce reportage diffusé par Arte et produit par Arte, Cécile Otogali Mazzacavallo, historienne, nous explique que l'histoire des sportives, c'est l'histoire d'un combat. J'ai envie de dire un grand merci à Alice Mia, sans qui la situation du sport féminin ne serait pas là où il en est. Alice Mia, en 1919, crée la Fédération féminine des sports internationales, qui va aider les femmes à se développer via l'activité physique. Finalement, c'est des femmes qui vont aider au développement des femmes dans le sport. Et ça, c'est essentiellement à la suite du refus du CIO à autoriser l'accès aux Jeux olympiques des femmes. Et notamment dans l'Olympiade qui suivra, elles n'auront que très très peu de place. Alors c'est vrai que sans Alice Mia, donc militante acharnée, on n'en serait vraiment pas là où on en est aujourd'hui. Pour autant, je me souviens très bien que le jour où j'ai regardé ce reportage-là, dans la même journée, il y avait une communication sur les réseaux sociaux où, moi j'habite à Niort, où la CAN organisait une conférence sur l'accessibilité au sport de haut niveau des plus jeunes et sur le management des équipes de sport de haut niveau. Qui avait d'invité? Guillaume Melgy, un triathlète plutôt performant de la région, Marc Madiot, on reviendra sur Marc Madiot dans un instant, et le troisième c'était un jeune, c'était un lanceur de javelot qui était au Krebs, enfin qui était considéré comme sportif de haut niveau et qui s'entraînait au Krebs de Poitiers. On est en 2023 ou fin 2022 et il y avait toujours pas de place pour la femme dans une conférence locale organisée par la CAN, sachant qu'à Niort, il y a juste une équipe de hand qui à cette époque-là évoluait en LFH, donc en D1. Alors, si on rechemine un petit peu l'histoire du sport et des Jeux olympiques notamment, le cheminement des femmes il peut être un peu comparé à un marathon. En 2012, elles sont autorisées qu'à des épreuves de natation et de plongeon. En 2028, malgré l'hostilité de Pierre de Coubertin, elles sont autorisées à rejoindre l'athlétisme, mais leur engagement sur 800 mètres va être tel que finalement on va se dire « Oula, il faut mieux leur interdire de courir et se mettre dans des états pas possibles. » On sera autorisé à courir le 800 mètres en 1960. À la Libération, elles sont contraintes de pratiquer que 3 épreuves. Et quelque part, si on va un petit peu plus loin, la proportion des femmes en 1960 était de 20%. Et le cyclisme qui était présent dès les premiers Jeux de l'ère moderne sont accessibles aux femmes qu'en 84 et en 88 sur piste. En 91, le CIO fait vraiment un pas en avant, pardon, j'étais un peu vite, dans le sens où, je vais juste faire un truc parce que ça me sonne dans le bras sans arrêt. Le CIO fait vraiment un pas en avant dans le sens où il décide que tout sport qui intègre l'olympisme devra être représenté par des épreuves féminines également. En 1994, la volonté de la parité va vraiment encore plus être gravée dans le marbre. C'est en 2012 que la boxe fait son apparition, en 2014 le saut à ski. Et c'était pas la préhistoire, hein. Donc, les Jeux Olympiques de Paris vont être les premiers Jeux de la parité. Donc, quand je vous disais que c'était un marathon, les femmes ont été bannies des arènes et des tribunes durant l'Antiquité. Elles étaient absentes des premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne. Elles étaient 22 en 1900. Et c'est péniblement qu'on va être autorisé à concourir un petit nombre d'épreuves pour arriver en 2024 à la parité. Donc finalement, cette histoire, c'est vraiment un combat vieux de 30 siècles, avec ses batailles, ses victoires et ses héroïnes. Et puis on va se féliciter d'avoir eu ces héroïnes aussi. Donc cette vidéo-là, vous pouvez la retrouver sur le site de Paris 2024. Ça nous montre un petit peu l'évolution de la parité au travers du temps. Et je trouve qu'elle est plutôt assez pédagogique et plutôt assez intéressante à objectiver puis à montrer autour de nous. Donc là, ça y est, regardez, on y arrive. Oui, pourtant, tout n'est pas gagné, hein, même si on est autant représenté que les hommes en 2024. Je ne sais pas si certains se souviennent de cette interview. Je me tourne vers ceux qui ont un petit peu
de cheveux blancs, excusez-moi, mais dans le sens où c'est finalement, moi je me souviens très très bien de cette interview de Marc Madiot, et où il incendie Jeanine Longo en disant de façon très ostentatoire, les filles sur un vélo, c'est moche, il y a des sports féminins et des sports masculins, et je commencerai à regarder les sports cyclisme féminins quand vous aurez des mini-shorts, des mini-maillots, et je sais plus, quand elles mettront des maillots, des cuissards et des chaussures un petit peu plus jolies. D'autres choses aussi qui sont intéressantes à suivre, et parfois, c'est pas toujours les femmes qui sont les plus bienveillantes pour les femmes. Et j'ai aussi apprécié de joindre à cette présentation un petit peu Maëva en fil rouge. Maëva, c'est une jeune kiné qui travaille à Pau, qui est maman de 3 enfants maintenant, et qui a été sportive de haut niveau, qui a fait un double cursus à Saint-Maurice et à l'INSEP en tant que nageuse de natation synchronisée. Et en fait, on a beaucoup échangé toutes les deux, et on a pas mal discuté justement de sa perception du sport de haut niveau en tant que femme. Alors, pour vous resituer, la natation synchronisée, ça peut se pratiquer en individuel, mais elle, Maëva, participait aux grands rendez-vous internationaux en équipe de France. Alors, je vous propose de l'écouter. Ma passion artistique à très haut niveau. J'ai intégré l'équipe de France senior à l'âge de 17 ans et j'ai eu la chance de m'entraîner à l'INSEP pendant 5 ans et de participer à des grands championnats comme les championnats d'Europe ou les championnats du monde. On va la revoir tout à l'heure. Alors en fait, il y a quand même pas mal de choses qui ont été développées, et notamment cette boîte à outils qui a été développée dans un projet conjoint de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, donc All In, ou Towards Gender Balance in Sport. Donc l'enjeu de ce projet-là, c'était à la fois de faire un état des lieux en termes de participation, en termes de ressources, etc., et puis de priorités à adresser. Donc elle fournit l'ensemble des données en termes d'évaluation de situation, des priorités à adresser, et ça, c'est bien évidemment tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui va quand même beaucoup s'inspirer de cette boîte à outils à laquelle j'aurais ajouté des données un petit peu plus récentes parce qu'elle a commencé à être publiée dans les années 2015-2017. Donc elle fournit vraiment un certain nombre d'informations, de conseils concrets, d'exemples de bonnes pratiques, de stratégies, et tout ça vraiment dans l'objectif de venir mener quelque part une approche réfléchie sur l'égalité des femmes et des hommes dans le sport. Alors il demeure une certaine inégalité, et on va pouvoir évaluer déjà des inégalités en termes d'accès, en termes de finances et en termes de recherche. En termes d'accès, il y a plusieurs choses à considérer. Déjà, l'accès soulève une problématique de sécurité, d'identité sociale et d'infrastructure. Ce qu'il faut savoir, c'est que la disparité d'accès du sport entre les hommes et les femmes, c'est un sujet complexe qui va être influencé par des facteurs socio-économiques, socio-culturels et institutionnels. Aux États-Unis, il y a une étude qui montre que la grande variabilité d'accès en fonction des États dépend à la fois de l'investissement par individu fait par l'État, mais aussi de la composition raciale des États et des opportunités de participation. Alors, dans les choses toutes bêtes, il faut se rendre compte que dans la grande majorité des cas, les créneaux d'accessibilité des structures pour les sports féminins sont souvent pas les meilleurs créneaux en termes d'accès et de sécurité. Et ça traduit aussi quelque part que ces sports féminins sont souvent, encore une fois, perçus comme moins prestigieux, moins importants, parce qu'on ne leur donne pas les créneaux prioritaires. L'identité sociale est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on a hérité, pas juste nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères, ça vient de quelque chose de beaucoup plus ancré que ça. Et quelque part, la différence liée au rôle traditionnel attribué aux hommes et aux femmes, comme par exemple la femme qui est plutôt associée à un rôle d'aidante, fait que les femmes ne vont pas pratiquer pareil que les hommes. Et c'est quasiment, les hommes pratiquent 2 fois plus au sein d'équipes sportives que les femmes. Les femmes ont du mal à rentrer dans quelque chose qui va imposer un horaire du fait de ces rôles traditionnels.
Au-delà du manque du temps, souvent la femme va donner comme raison, quant au fait de ne pas faire de sport, un manque d'intérêt. Et puis ce manque d'intérêt, il est aussi souvent en étroit lien avec les rôles qu'on lui a attribués. Notamment les femmes qui se disent ne pas avoir de temps, c'est aussi les femmes qui vont avoir beaucoup de charges d'un point de vue familial et domestique. Et puis c'est sûr que ces responsabilités familiales qui vont particulièrement être des obstacles, notamment dans les milieux sociaux un petit peu plus pauvres ou dans des minorités ethniques où finalement tous ces environnements où la répartition des tâches est particulièrement marquée par les genres. Alors en termes d'installation, c'est clair qu'il manque des installations féminins centrées, dans le sens où les vestiaires sont pas toujours adaptés, il n'y a pas de salle pour pouvoir changer un bébé systématiquement, pour pouvoir allaiter son bébé systématiquement. Pour autant, moi j'ai envie de me réjouir aussi, et dans la mesure où pas mal d'entre vous sont motivés par la course à pied, moi je me réjouis de l'organisation de la Swiss Peak, qui va mettre pour la première fois sur des ravitaillements de course à pied, des toilettes dignes de ce nom, des lingettes et des serviettes hygiéniques ou des protections hygiéniques à disposition. C'est la première fois qu'on va voir ça dans une course de trail. C'est quand même génial. On franchit des caps. Les finances sont aussi extrêmement disparates. Le financement du sport féminin a été particulièrement désinvesti et les primes à la réussite ou au titre, malgré l'augmentation du nombre des athlètes qui participent aux Jeux Olympiques, il reste un écart de rémunération extrêmement important, que ce soit dans les revenus en lien avec des contrats que les athlètes pourraient passer, que ce soit avec les parrainages, que ce soit dans les contrats publicitaires, que ce soit dans les prize money, tout simplement. Du côté des médias, c'est aussi extrêmement marqué, dans le sens où il y a une étude en 2011, alors ça a peut-être bougé quand même un petit peu, qui montre que 90% des articles sont signés par des hommes et 85% traitent du sport au masculin. Donc on voit qu'il y a aussi un écart extrêmement important. Si on détaille un petit peu plus la notion des primes, en fait, la BBC publie tous les ans une liste des sportifs les mieux payés. Et en fait, c'est en 1919 que la première femme apparaît, c'est Serena Williams, à la 63e place. Et depuis, il y a Naomi Osaka qui est apparue. 10 des 35 sports qui attribuent des prix en argent n'attribuent pas les mêmes montants pour les hommes et les femmes. Et il y a un petit calcul qui avait été fait, qui est que si en 2019, les femmes avaient gagné la Coupe du Monde de foot, elles auraient gagné 4% de ce que les hommes ont gagné. Alors, il y a un autre effet important aussi à prendre en considération, c'est la notion de professionnalisme. Et ça va être une des clés à adresser si on veut un peu plus d'égalité entre les sportives et les sportifs de haut niveau. Et c'est assez intéressant de se rendre compte que des pays voisins comme l'Italie ne reconnaissent pas le statut de professionnel à des fédérations comme le foot, le cyclisme, le basket, la boxe, le golf et le motocyclisme. Alors que c'est quand même des sports qui sont extrêmement représentés. Si on revient un petit peu sur le média, il y a un rapport du Women's Media Center en 2015 qui montre que principalement les femmes s'occupent et publient des articles autour des loisirs, de l'éducation, du style de vie, bref, du loisir créatif. Alors que les hommes vont plus publier sur le sport. C'est à peu près 10%, je vous disais tout à l'heure, des articles concernant le sport qui sont signés par des femmes. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est la façon dont on parle des hommes et des femmes est absolument différente. Les adjectifs les plus utilisés quand on parle des femmes, c'est enceinte, mariée, non mariée, plus âgée, âgée. Les adjectifs quand on parle des hommes, c'est plus rapide, vrai, géniaux, fort, grand. Et les verbes, donc la femme elle participe, elle concourt, elle s'efforce, là où les hommes battent, gagnent, dominent. Vous voyez que même l'utilisation des mots est extrêmement marquée
Un autre domaine où on est sous-représenté, et je pense que là, il y a vraiment des choses qui se mettent en place, et ça fait écho à ce que j'écoutais dans la voiture en venant, mais je vous en parlerai dans un tout petit instant. Les femmes sont très peu nombreuses à occuper des postes d'encadrement au sein des comités olympiques, paralympiques, des instances de direction européennes, et puis nationales aussi, et des sports et des fédérations sportives nationales. Cependant, il y a des pays qui prennent des engagements. Et par exemple, la Norvège, aujourd'hui, s'approche de la parité homme-femme dans ces instances-là. C'est 43%. Bon, il y a encore 13 des 22 pays qui sont à moins de 30%. Mais quand même, il y a une vraie volonté d'intégrer les femmes dans les postes de direction. Concernant le poste de coach, qui est coach? Il n'y a que toi, Solène? Non, il y a D'accord, mais qui est coach homme-femme confondu? Vous êtes 2, 3, 4, formidable. En fait, il y a aussi moins de coachs féminines que les coachs masculins. Souvent, les femmes sont un peu condamnées à entraîner des sports plutôt féminins et à entraîner des femmes et des enfants. Et on se rend compte que plus le niveau monte et moins il y a de représentation féminine parmi les coachs. Ça existe, hein, je vous montrerai tout à l'heure. Hein, il y a des femmes qui ont vraiment pris ce rôle de modèle et qui sont des vraies ambassadrices et qui montrent qu'elles sont ultra compétentes en tant que coach à haut niveau. Mais quand même, c'est un état de lieu qu'il ne faut pas renier. Alors, il y a une autre chose qui me tient vraiment à cœur, c'est la notion de recherche. Et ça, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler du gender gap dans la recherche? Il y en a qui ont entendu parler un petit peu? Ouais. En fait, le gender gap, c'est quoi? C'est aujourd'hui toute la recherche qui est faite sur la physiologie du sport, plein d'autres choses, hein, mais on va prendre l'exemple de la physiologie du sport, elle n'est faite que sur des hommes. Parce que quand il faut réunir des cohortes, il faut que les gens se ressemblent. Donc les seules fois où la femme est invitée à participer à ces cohortes, c'est quand elle est réglée, parce que c'est là qu'elle ressemble le plus à un homme. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien ou très peu de choses sur la physiologie de l'effort de la femme. Et que jusqu'à maintenant, on entraîne des femmes sur la base de la recherche faite sur la physiologie masculine. Peut-être qu'on va exploser ces records dans peu de temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chercheurs qui s'intéressent énormément à la physiologie féminine et notamment à l'influence hormonale sur la performance sportive. Il y a une sous-représentation des chercheurs féminines. Et puis, il y a un sous-financement aussi de la recherche féminine. Alors là aussi, j'avais envie de vous faire changer un petit peu de voix. Et j'avais envie de vous présenter Manon d'Auvergne, parce que c'est vraiment une fille qui m'inspire énormément. Manon, elle est jeune kiné, encore jeune, très jeune, à La Réunion. Et aujourd'hui, elle fait une thèse de doctorat. Alors ça ne s'invente pas, hein. Elle fait une thèse de doctorat sur l'influence des cycles hormonaux sur la performance sportive à l'université du Tampon à La Réunion. Moi, je trouve ça quand même particulièrement génial. Et donc, elle vous explique cette notion de gender gap. Alors, elle parle aussi de cadre, c'est pas grave. Et que vous passez un bon congrès. Je m'appelle Manon d'Auvergne, je suis chercheuse en sciences du sport car je réalise actuellement une thèse de doctorat pour le cycle menstruel et la performance neuromusculaire. Effectivement, il existe un gender gap qui fait que les femmes sont sous-représentées en général dans les sciences du sport et de l'exercice. Ce gender gap, il a d'abord lieu au niveau des participantes. Une étude qui est sortie en 2021, Emma Collet et ses collaborateurs essayaient d'investiguer le nombre de participants dans les 5 ou 6 plus gros journaux en médecine du sport. Le résultat est sans appel, 63% des papiers étaient mixtes, 31 incluaient que des hommes et seulement 6% s'occupaient uniquement des problématiques qui sont propres aux femmes. Ça veut dire actuellement que la plupart des conclusions qui sont portées en sciences du sport et en sciences de l'exercice, comme la kinésithérapie, sont généralement fondées et valables que pour un seul sexe. Et que 6% d'articles qui portent uniquement sur les femmes, c'est pas assez. Figurez-vous, cela ne représente que les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire comprises entre 18 et 45 ans. C'est encore pire quand on parle de la ménopause des femmes d'âge mûr. Il n'y a quasiment rien actuellement sur la recherche entre le sport et la ménopause. Ma collègue ne s'est pas arrêtée là et elle est allée regarder avec ses collaborateurs aussi la représentation au niveau des chercheurs. Il s'avère que sur des études qui portent exclusivement sur des sujets féminins et des problématiques féminines comme le cycle menstruel, 55%
des femmes étaient en premier auteur. En ce qui concerne les derniers auteurs, ce qu'on appelle le senior, c'est lui qui va chapeauter toute la recherche, et bien là par contre le résultat est un peu moins bon. Majoritairement, ce sont les hommes qui sont placés en dernier auteur. On peut également regarder la qualité des papiers. Et il s'avère que lorsque dans le comité de rédaction il y avait très peu de femmes, la qualité méthodologique des études portant sur les femmes était moins bonne. En ce qui concerne les financements, déjà il y a une sous-représentation des femmes en général au niveau universitaire, surtout en ce qui concerne les sciences du sport. La parité n'est pas encore là. En France, c'est difficile d'avoir des chiffres, mais en tout cas à l'international, le constat est là. Il y a moins de femmes que d'hommes. Donc, en proportion absolue, elles publient moins que les hommes. Elles ont des places moins gratifiantes, tu le vois dans la cohorte de ma collègue. Et donc, au niveau des financements, eh bien, ça va impacter un peu tout ça. Et il s'avère que les femmes ont moins accès à des financements que des hommes. Pourquoi? C'est pas très clair. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs confondants et que c'est très lié au champ disciplinaire, c'est lié à énormément de choses. En tout cas, le constat est là. Il y a moins de femmes dans la recherche, elles ont plus de difficultés à obtenir des financements. Suivez-la sur les réseaux. Maintenant, elle publie régulièrement, elle publie des contenus très très intéressants. Elle anime un podcast aussi qui s'appelle Femmes et Sport Podcast. Il est topissime. Donc on est encore un peu emprunté avec tous ces stéréotypes de genre. Que ce soit qu'on serait un peu plus fragile, un petit peu plus faible, des stéréotypes de genre liés à l'apparence, il faut qu'on soit belle et qu'on soit sportive, ou qu'on soit sportive tout en restant belle. Et puis on est quand même poursuivi par cette fameuse horloge biologique qui ferait que notre carrière sportive pourrait être beaucoup plus courte. Les médias utilisent aussi un petit peu ce stéréotype de genre pour perpétuer l'inégalité homme-femme et accentuer les différences liées au genre. Souvent, les athlètes ne sont pas vraiment considérés comme des vrais athlètes et les médias ont tendance à parler d'abord des athlètes par rapport à leur représentation corporelle avant de parler de leur performance sportive. Donc la femme serait plus fragile, serait plus faible, serait moins résiliente, serait plus enclinte à se blesser, et puis sa carrière serait plus limitée du fait de son désir de grossesse. Alors là, il faut que je vous en parle quand même, parce que j'ai écouté un reportage en venant en voiture qui s'appelle « Des blouses pas si blanches ». Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont regardé, qui fait un état des lieux de ce qui se passe en médecine, de ce qui se passe pendant les 12 ans d'études de médecine. Et en fin de compte, il y a des femmes qui témoignent et qui expliquent exactement la même chose que pour des postes de praticiens hospitaliers, le désir de grossesse était juste un obstacle à l'obtention de ce poste-là. Mon fils qui est en 3e année, il est allé au CRIT l'année dernière, et là, je me suis dit, j'aurais mieux fait de ne pas regarder ce reportage. Mais voilà, c'est pas fait. Et puis, n'oubliez pas notre héritage. Il fallait qu'on avait le droit de faire du sport, à condition que ce soit de façon modérée, discrète et esthétique. Donc il y a toujours un peu cette obligation d'être à la fois sportive et jolie. Et puis ça, c'est aussi exacerbé, et notamment c'est Catherine Louveau qui relate ses propos, parle de cette notion de spectacularisation du sport et la médiatisation du sport et tous les enjeux financiers. Si vous regardez l'équipe de France de foot aujourd'hui, elles ont toutes les cheveux longs, j'allais dire blonds, non quand même pas, mais elles ont toutes les cheveux longs, elles sont toutes apprêtées, et elles ont eu du mal à faire accepter qu'elles n'aient pas un short, qu'elles aient un short pas blanc, pour notamment pouvoir être excusées de temps en temps avoir leurs règles. Donc en fait, et quand elles sont hors du terrain, il faut qu'elles posent avec des talons hauts, maquillées, etc. Et ça, c'est assez injuste parce que finalement, les filles qui vont rentrer dans ce mécanisme-là vont trouver la faveur des médias et vont renforcer un petit peu ce diktat-là. Et finalement, la pression va être d'autant plus importante pour les filles qui, du fait du sport pratiqué, du fait de leur morphotype, de leur apparence physique, peut-être de leur sexualité, ne sont pas conformes à la norme de la féminité dominante, on va dire. Et quelque part, on peut se faire même un peu de tort les unes envers les autres. Et là, j'avais trouvé deux exemples intéressants. L'exemple de Mélina Robert-Michon, qui était une lanceuse de disques,
Et en fait, qui ressentait vraiment une inégalité entre l'intérêt des équipementiers pour elle versus une sprinteuse ou une demi-fondeuse. Parce que forcément, c'est plus vendeur. De la même façon, Marie Vatel disait que, voilà, elle fait 1m80 pour 74 kg, c'est une nageuse, ouais, elle a un dos large, elle a des gros bras. Est-ce que c'est vendeur pour un annonceur? Finalement, pas tant que ça. Et puis, des fois, il y a aussi des sports dont finalement, le résultat est directement pas que inhérent à la performance sportive, mais il y a aussi une note esthétique dedans. Et là, on peut se rendre compte qu'il y a des vrais enjeux en lien avec cette obligation esthétique liée au sport. Et là, du coup, j'avais envie de vous faire écouter à nouveau. La gestion du poids, pendant ma carrière, a été source de beaucoup de pression pour moi. La natation artistique, c'est un sport très exigeant et on doit répondre à certains critères physiques. Au meilleur niveau, on doit être mince, prendre, avoir une belle ligne de jambes et prendre du poids, c'est juste pas possible. C'est source de beaucoup de stress. Les entraîneurs au sein de l'encadrement ne sont pas forcément très adroits. On reçoit beaucoup de remarques vis-à-vis de notre poids, vis-à-vis de notre prise de poids, mais très peu d'aide. Moi, je me sentais vraiment surveillée sur mon alimentation et il m'est arrivé d'arriver à l'entraînement le soir et qu'on me dise à midi, t'as bu un jus de pomme. Et oui, j'ai bu un jus de pomme et ça peut vraiment créer après des frustrations, des troubles alimentaires et générer pas mal de stress. J'ai pas su trouver d'aide à ce niveau-là et ça a été assez compliqué à gérer pendant toute ma carrière. Et alors que c'est un sport exclusivement féminin, on prend très peu en compte tout ce qui se passe au niveau hormonal, des moyens de contraception. Moi, je suis arrivée à l'INSEP très jeune, j'avais 17 ans. Et à ce moment-là, il se passe pas mal de choses. J'ai commencé à prendre la pilule. Et ça, on n'en a jamais parlé. Et c'était peut-être ou peut-être pas lié à la prise de poids. Mais vraiment, j'ai pas su me faire accompagner à ce niveau-là. Et ça a été assez compliqué. Et je sais que c'est le cas pour pas mal de nageuses, notamment dans tous les sports artistiques où on a des gros volumes horaires et des grosses charges d'entraînement. Et pour autant, on a cette pression de rester mince. Et c'est pas forcément facile à gérer. Surtout quand on associe ça uniquement avec son alimentation, on peut se retrouver à faire un petit peu n'importe quoi et à développer des troubles alimentaires. Alors, je ne sais pas si comme moi, vous avez ce sentiment que là aussi, il y a des choses qui bougent. Et quand on voit les gymnastes aujourd'hui par rapport aux gymnastes d'il y a 15 ans, c'est plus les mêmes gabarits, c'est plus les mêmes filles. La culture de la gymnaste d'il y a 15 ans, c'était la gymnaste vraiment extrêmement petite et extrêmement menue. Aujourd'hui, on voit des filles extrêmement musculeuses. Dire qu'elles ne sont pas en prise avec leur poids, j'en sais rien, il ne faut pas tout mélanger. Mais en tout cas, on s'autorise à voir des filles avec des formes. Alors c'est vrai que la couverture médiatique va perpétuer un petit peu cette obsession du corps de la femme plutôt que de ses compétences. Et puis là encore, on va parler si jamais elle est confrontée à un échec, on va dire que c'est en lien avec un problème d'émotion qu'elle n'a pas su gérer, versus chez l'homme, ce sera plutôt de la malchance. Bref, cette notion de reconnaissance et de légitimité, c'est sûr qu'il va falloir passer outre ces ambivalences, notamment liées à la couverture médiatique des sports, et qui ainsi renforce quelque part les stéréotypes de genre et renforce la masculinité dans tout le monde du sport. Alors c'est vrai que l'horloge biologique laisse croire qu'il va falloir faire un choix entre sa carrière et donner la vie. Et puis il y a des exemples de jeunes femmes sportives qui se sont vues perdues ou qui se sont vues désinvesties à partir du moment où elles ont fait le choix d'avoir un bébé. C'était le cas de Clarisse Kremer qui avait perdu son sponsor en lien avec son désir de grossesse avant de faire le Grand des Globes. C'est Kim Novak-Dallouin qui expliquait que quelque part on sortait complètement des tabloïds à partir du moment, ou des tablettes des entraîneurs plutôt, à partir du moment où on émettait le souhait d'avoir un enfant. Et puis il y a des articles aussi, notamment sur les femmes sportives de haut niveau dans des équipes, dans des sports collectifs, qui expliquaient qu'il y avait une forme de discrimination à l'embauche si toutefois tu faisais part de ton souhait d'avoir des enfants.
Et je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo de Cléopâtre Darleux qui explique comment la première réaction de son club, quand elle a eu, c'est une petite fille je crois, c'était de dire mais t'aurais pu nous prévenir. Bah non. Non, parce que vous ne m'auriez pas embauché. Donc voilà, donc il y a quand même des défis qui sont à relever ou certains défis qui sont en passe de l'être. J'aime bien les propos de Béatrice Barbus, qui est sociologue du sport et qui est vice-présidente déléguée à la Fédération française de hand, qui explique que quand elle avait 10 ans, elle voulait faire du sport, elle voulait faire du foot et de la boxe, qui étaient des sports olympiques, mais qui n'étaient pas autorisés aux femmes. Elle a 55 ans aujourd'hui, peut-être un petit peu plus même. Et pour autant, elle s'est très investie dans le sport, elle a dirigé des sports professionnels masculins et connaît très bien le sujet. Pour elle, c'est clair, le sport féminin a entre 50 et 100 ans de retard sur le sport masculin. Pour autant, c'est l'établissement de ce programme, clair, suivi, jalonné, évalué, qui vont pouvoir être indispensables et qui sont déjà en mouvement. Donc, on n'avancera pas sans volontarisme. Et ce volontarisme-là, très clairement, on peut déjà l'objectiver. Alors, ces programmes-là, ils vont avoir des rôles extrêmement intéressants. Ils vont avoir des bénéfices multiples, que ce soit en termes de santé publique, de développement social. Ils vont contribuer à promouvoir la santé et le bien-être de tous dans la société, que ce soit d'un point de vue éducation, parce que les valeurs transmises via le sport seront aussi des valeurs qui seront absolument essentielles dans une vie démocratique. Et puis, ces programmes auront aussi des bénéfices sur l'inclusion. Et on sait tous que le sport peut favoriser l'intégration sociale des filles, des garçons, des hommes et des femmes, mais aussi des groupes défavorisés victimes de discriminations même multiples. C'est intéressant, c'est de se rendre compte que dans les sociétés où il y a plus d'égalité hommes-femmes, la chance de bénéficier d'une bonne qualité de vie est multipliée par 2. C'est pas mal ça quand même. Via un meilleur équilibre de la représentation des hommes et des femmes, on va pouvoir prévenir des combats contre la violence fondée sur le genre, que ce soit dans le sport ou au-delà. Et alors, j'ai écouté 2 reportages pendant que je suis venue en voiture. Donc le premier, c'était des blouses passées blanches, et le deuxième, c'était un podcast qui s'appelle Les revers de la médaille. Et je vais vous dire exactement le titre parce que je pense qu'il faut que vous l'écoutiez. Je l'ai sorti tout à l'heure. Les revers, ça s'appelle, c'est une émission de France Culture, c'est les pieds sur terre. Donc là, c'est les revers de la médaille, ce que coûtent les médailles aux athlètes, et où c'est un certain nombre de témoignages, et notamment de témoignages de femmes qui nous expliquent que leur rêve c'était d'être athlète olympique. Pour autant, il y a certaines pratiques qui ne sont juste pas entendables et qui sont parfois couvertes par les institutions sportives. Donc c'est intéressant aussi à lire. Donc très clairement, un meilleur équilibre de la représentation des hommes et des femmes dans le sport, mais également dans les postes de direction, permettront de lutter contre ces combats, contre ces violences-là. Et puis, il y aura des bénéfices d'un point de vue général sur toutes les organisations, en termes de performance, en termes de RH, en termes de financement, etc. Alors dans la recherche, il y a aussi des gens qui ont été, des jeunes pousses comme Manon qui œuvrent, mais il y a des femmes un petit peu plus qui ont œuvré avant elle aussi, et notamment Sophia Nafius. C'est une chercheuse innovante, connue pour remettre en question le statu quo, avec plus de 2 décennies d'expérience dans le sport élite. Elle possède vraiment une excellente compréhension et une compréhension approfondie des moteurs de la performance humaine. Et elle a mis un petit peu cette expertise à profit pour devenir une actrice de ce changement. Et moi j'aime bien sa phrase qu'elle nous explique où finalement elle dit en fait en cherchant à amener un petit peu plus d'intérêt sur la recherche féminine, on va découvrir notamment des talents olympiques, mais on découvrira aussi tout un autre tas de talents.
Alors, il y a des actions qui sont menées, et Manon va vous expliquer exactement les actions qui sont menées. Politique sur l'égalité des financements à attribuer. C'est récent, ça date de 2022, c'est porté par l'Europe, mais à présent, les commissions doivent faire preuve de parité et effectivement, on cherche l'égalité en termes d'attribution des financements. J'aime finir par des notes positives généralement, alors je veux aussi vous parler de différentes choses qui essayent de mettre en avant la recherche pour les femmes. Il y a la première chose qui est une association française qui s'appelle Femmes et Sciences, où on peut avoir accès à du mentorat, où on peut avoir accès justement à des rôles modèles, des femmes qui ont fait carrière au niveau universitaire, des femmes qui peuvent nous mentorer et nous soutenir justement pour notre propre carrière universitaire. C'est une association basée à Paris, mais qui existe dans plusieurs villes de France. Il y a également des fondations qui sont prêtes à récompenser les femmes. Je pense notamment au prix L'Oréal l'UNESCO pour les femmes et la science, qui vraiment est une bourse exclusivement féminine qui valorise la recherche par les femmes et pour les femmes. Du coup, il y a quand même quelques initiatives qui commencent à pointer leur nez. Je pense que c'est super chouette. Il nous faut plus de femmes dans la recherche, il faut étudier et inclure plus de femmes dans la recherche. Et vous êtes ici dans cet amphi, j'espère qu'on vous a convaincu. Si vous êtes une femme et que vous voulez faire de la recherche, courage, ça vaut le coup. Dieu n'est pas forcément évident, le chemin n'est pas facile, mais ça vaut le coup. Si vous êtes un homme et que vous êtes déjà dans la recherche, on ne peut que vous encourager à essayer d'inclure les femmes. Il y a des papiers maintenant qui sortent pour aider à inclure les femmes dans les sciences du sport. C'est pas possible d'être en 2024. Donc ce rôle de modèle, que ce soit dans la recherche, il existe aussi dans le sport, et on pourrait en citer plein. J'en ai sorti quelques-uns, mais par exemple Cathy Sawyer, qui était la première femme entraîneur adjointe à assister au Super Bowl. Je trouve aussi cette jeune femme au Soudan, alors j'ai oublié le nom, Salma Al-Majdi, qui a été la première femme coach d'un sport masculin, le foot, donc d'une équipe masculine de foot, dans un pays où il n'y a même pas de foot féminin. C'est quand même assez incroyable. Et puis en France, elles sont décriées, on n'est pas là pour savoir qui fait quoi et si elles ont bien fait et tout, ou pas. Corinne Diacre a quand même été une sélectionneur qui a été avant-gardiste et qui a propulsé un petit peu les ambitions des femmes en tant que coach. Et puis Amélie Mauresmo qui a coaché des hommes, notamment Andy Murray et Lucas Pouille. Et puis il y a des filles aussi qui se sont dit non, on ne va pas se laisser faire, on veut instrumentaliser notre corps. Et bien moi je ne veux pas. Vous savez que dans les règles du beach volley, il faut que ton maillot de bain il ne fasse pas plus de 7 cm. C'est quand même incroyable, hein? Et donc elles se sont heurtées, elles se sont révoltées. Je ne sais pas si elles vont avoir le droit, je n'ai pas réussi à avoir l'info sur les réseaux, si au JO elles seront effectivement en boxer, mais en tout cas elles avaient gagné leur combat au moment où elles l'avaient mené. Et puis, il y a des rôles modèles aussi en tant que maman, que ce soit à Clarisse Abdenienou. J'ai toujours beaucoup de peine et j'espère qu'elle ne nous en tiendra pas rigueur, que tout le monde écorche son nom. Mais très clairement, Clarisse a vraiment pris et endossé son rôle d'athlète modèle, que ce soit à la fois à travers ses performances, à la fois à travers ses communications, à la fois à travers son rôle de maman. Et on verra que les Jeux Olympiques de Paris vont être les premiers Jeux Olympiques où il y aura aussi un espace pour les enfants, pour que les femmes puissent ne pas être séparées de leurs enfants quand elles viendront compétitionner. Donc Cléopâtre Darleux, je vous avais dit, qui a aussi démontré que c'était possible. Et puis il y a des filles comme Serena Williams qui ont fait bouger les règles. Dans le sens où, quand elle est revenue après son congé maternité, elle a fait en sorte que le classement, au lieu d'être maintenu pendant 8 mois, il soit maintenu pendant 12 mois. La Fédération française de handball a demandé que le salaire soit maintenu pour les filles qui attendaient un bébé, qui attendaient un bébé et qui mettaient au monde un bébé pendant 1 an. Par contre, la réintégration des filles dans l'équipe n'était pas si simple que ça. Et c'est la Fédération internationale de foot qui a été plus loin en demandant de garantir une bonne réintégration des femmes à la suite de leur grossesse dans cette équipe, chose qui n'a pas été ratifiée par la Fédération française
de foot. Pour autant, il y a des clubs qui montrent que c'est possible. Et Béatrice Barbouze, dont je vous parlais tout à l'heure, sociologue du sport, disait que, nous le rappelle, Jean-Michel Aulas en est la démonstration, et l'Olympique Lyonnais en est la démonstration. Les choses sont possibles, et qu'à partir du moment où le nerf de l'égalité, ça va être quand même l'argent, et qu'à partir du moment où on va investir dans une équipe, on pourra avoir des bénéfices secondaires à la fois, comme je vous disais, en termes de performance, de visibilité, de business, de ressources humaines, etc. Aujourd'hui, sur 10 000 sportifs de haut niveau en France, professionnels en France, il y a juste 10% de femmes. Donc là aussi, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, l'égalité homme-femme va passer par le professionnalisme. Alors les appels à action, ils sont multiples. Effectivement, ils pourront être menés par des politiques nationales, par des instances sportives, par des organisations, et tous ensemble devront être initiateurs, vecteurs et catalyseurs de ces appels à action. Vraiment, moi, ce que j'aime bien avoir en tête, et c'est notamment cette phrase qui pour moi est primordiale, l'égalité de genre implique des droits égaux pour les femmes, les hommes, les filles, les garçons, ainsi que la même visibilité, autonomisation, responsabilité, participation dans tous les domaines de la vie, public et privé. Ça implique aussi un égal accès aux ressources et à une répartition équilibrée des ressources entre les hommes et les femmes. Ça, c'est des textes qui sont extrêmement importants à avoir en tête. Et en termes de politique, il y a vraiment eu un avant et un après. Le Title IX, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet amendement aux États-Unis, qui interdit toute discrimination sur la base du sexe dans les programmes d'éducation soutenus par l'État. Donc le Title IX, c'est 1972. Et il y a des sociologues qui disent que quelque part, il a révélé le potentiel de la moitié de la population américaine. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est d'avoir aussi une évaluation de ce qui s'est passé après. En fait, il y a une spécialiste, Dana De Varona, qui explique que dans les années 70, c'est environ 50 000 hommes qui arrivent à l'université via des bourses sportives aux États-Unis contre 50 femmes. Et que c'est seulement une femme sur 27 qui pratiquait une activité sportive. Petit à petit, le Title IX a changé les choses. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que 94% des femmes qui travaillent dans les 500 plus grosses entreprises américaines ont pratiqué un sport à l'université. Et ça, c'est quand même extrêmement puissant, parce que ça veut dire que ces leviers-là vont avoir des leviers bien au-delà du sport. Donc les responsabilités politiques, les responsables des politiques devront adresser ces trois notions-là. C'est l'idée des politiques concrètes, initier des actions positives et induire une intégration d'une perspective de genre. Plusieurs choses qui sont possibles de faire. Par exemple, la WSLA, la Women's Sport Leadership Academy, se consacre au développement des dirigeants du sport de demain et offre aux femmes, leaders du monde entier, des occasions uniques de s'impliquer et de prendre les devants et d'avoir un impact. Il y a des exemples comme en Suède où très clairement il a été décidé d'exiger que les postes de direction, notamment dans les fédérations, soient répartis de façon équilibrée entre les hommes et les femmes. En niveau financement, en Lettonie, les fédérations sont sponsorisées par l'État aussi. Elles reçoivent des subventions. Et en fait, dans les différents critères qui déterminent si elles vont avoir droit aux subventions ou pas, il y a cette notion de bonne répartition des postes à responsabilité au sein des commissions des fédérations. Il y a des choses aussi qui ont beaucoup avancé dans les prize money. Par exemple, dans les championnats du monde d'athlétisme, les hommes et les femmes gagnent la même chose. Sur les grands marathons, les 6 plus grands marathons du World Major, les femmes gagnent la même chose. En tennis, il y a des choses qui ont bougé. Les filles hockeyeuses en 2017 ont vraiment beaucoup œuvré pour revaloriser leur reconnaissance financière. En Norvège,
les joueuses de l'équipe nationale, au même titre que les joueurs de l'équipe nationale, gagnent exactement la même chose. Et puis en cyclisme, il y a des choses qui ont bougé. Le Tour de France féminin était tombé complètement aux oubliettes, puis depuis 2021, il ressort un petit peu, il est plutôt pas trop mal couvert. Il y a de l'argent qui commence à tourner autour, et des femmes qui commencent à vivre un petit peu de leurs activités. Alors on n'y est pas encore, mais on est en route vers plus d'égalité. Et puis moi j'ai quand même envie de dire, parce qu'on est quand même dans une année olympique, que le grand vainqueur sera l'olympisme et sera sûrement la société aussi. Donc il y a plein d'outils qui sont déjà à disposition, des outils dits de communication, des outils qui aident de façon très pragmatique à augmenter le support pour les femmes dans leur participation au sport. Il y a des formations, des programmes d'éducation qui existent, il y a des supports de vidéos en ligne qui existent aussi. J'aime bien aussi parler de Maëva dans le sens où elle a réussi à suivre un double cursus. Alors ça n'a pas toujours été très simple, et à un moment donné elle a quand même fait le choix de privilégier ses études de kiné plutôt que sa carrière de sportive de haut niveau. Mais il y a quand même plein de situations et plein d'athlètes qui arrivent à suivre des doubles cursus et des programmes qui sont extrêmement bien soutenus par le CIO. Et 5 thèmes, donc des thèmes autour du sport, de la gouvernance, de la représentation, du financement et des ressources humaines. Puis dernière petite chose dont je me réjouis vraiment, c'était l'appel pressant des athlètes de l'équipe de France, mères d'enfants en bas âge, qui a été entendu le 26 février dernier lors d'une conférence de presse. La secrétaire générale du Comité national olympique et sportif a annoncé qu'un dispositif serait mis en place pour permettre aux sportives, pendant la quinzaine olympique, de recevoir leurs enfants, de jouer avec leurs enfants, d'être présentes, de les allaiter, bref, de vivre leur vie de maman. Donc plein de choses qui bougent, plein de choses qui vont encore bouger, et je vous remercie infiniment pour votre attention. Et puis on peut parler plein d'autres choses, de sport au féminin ou d'autres choses, si vous avez des questions. Moi qui vais poser la question. Est-ce que vous vous attendiez à un tel écart? Encore maintenant? Quand même? Ouais. Franchement, moi il y a des fois j'étais cramponnée à mon siège quand j'ai préparé la conférence. Je m'attendais vraiment pas. Enfin, ouais, je crois que j'étais peut-être un petit peu mal sensibilisée, mais je m'attendais vraiment pas à trouver des tels écarts, et parfois j'étais un peu cramponnée quand même. À titre d'exemple, j'ai travaillé dans un club de foot. Et en fait, j'étais moins bien payée que mon collègue masculin parce que je m'occupais du football féminin et du football masculin. Et c'est rigolo, je dis ça parce que avec qui j'en parlais, qui travaille au Girondin de Bordeaux, mais chez les filles, ça se passe pas bien en ce moment, et elle disait non mais très clairement, c'est du bénévolat. De toute façon, ils ne pourront pas nous payer. À la fin de la saison, ils vont déposer le bilan, ils ne pourront pas nous payer. Tu voulais dire, Shiraz? Ouais, c'est juste, moi, j'arrive pas à trouver la référence. C'est drôle, cette semaine, je suis tombée sur une pub sur Instagram. Des chercheuses se sont penchées sur le cycle menstruel et les performances sportives de la femme. Et j'ai failli en acheter un pour ma fille, justement, et j'ai trouvé ça très innovant. Et elle était vraiment motivée, des chercheuses qui en faisaient un... Mais maintenant, c'est vraiment le sujet de sa thèse. C'est rigolo que tu fasses référence à ça, parce que cette semaine, j'ai écouté un autre podcast. J'aime bien, si vous connaissez Ron Weiss podcast. Et je voudrais juste rechercher exactement le nom, le titre du podcast. Je vais le redonner tout de suite. Ron Weiss. Et c'est Alice Finot qui était interviewée par Maxime Lopez.
Et franchement, Alice Finot, elle va participer au JO aux 3000 mètres steeple, pardon. C'est une athlète qui a l'air incroyable. Elle pourrait se qualifier du 1500 au semi-marathon quasiment. Une fille qui a des capacités et des qualités assez incroyables. Et en fait, elle explique qu'elle a arrêté la pilule. En fait, elle a arrêté la pilule parce qu'elle avait l'impression que, quelque part, ça la privait de ce qu'elle pouvait être de meilleur. Alors, c'est sûr qu'à certains moments, elle est un peu down, mais en même temps, elle sait reconnaître les moments où elle est down, mais par contre, elle sait profiter des moments où elle est là-haut, quoi. Et Manon, elle décrit un peu ces moments où t'es Beyoncé ou Bridget Jones, quoi. Et en fin de compte, si tu arrives à être Beyoncé au moment de ta compète, c'est juste génial. Ou si tu arrives à faire ta planification en profitant des moments où tu es Beyoncé, c'est quand même génial. Donc c'est sûr que c'est un vrai sujet. Et le vrai sujet aussi, c'est que certaines fois, pour éviter de s'occuper de ça, on donne la pilule aux jeunes filles. Parce que c'est un moyen de faire fi des cycles hormonaux. Et j'ai vu ça aussi, ma fille est en classe prépa, elle vient de passer les concours d'école de commerce, où tu as la tête dedans, là ça fait 2 ans, il ne faut pas que tu te loupes et que tu n'as pas vu le jour pendant 2 ans et que là en 15 jours, il faut que tu joues tes 2 ans. Et en fait, aujourd'hui, elle me dit, elle partait aujourd'hui, ce matin, puis elle me dit, oh là, c'est terrible là, ça fait 3 mois que j'avais pas eu mes règles parce que je m'étais arrangée avec ma pilule pour ne pas les avoir, pour surtout pas que ça tombe pendant les examens. Puis là, du coup, elle dit, j'avais oublié comment c'était. C'est quoi? J'avais envie de dire, mais what the fuck, quoi? Ça va pas la tête. Mais en fin de compte, c'est juste, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Ah, mais parce que tout le monde fait ça, il faut pas qu'on ait nos règles le jour des examens. Ok. Ouais. Du coup, je rebondirais sur cette question qui est intéressante. Alors moi, je viens de cyclisme un peu Oui. pro, j'ai été pro et j'ai des professionnels. Et c'est vrai qu'actuellement, les études, et même depuis 2-3 ans, sont beaucoup développées, notamment dans les clubs de foot anglais, avec tout ce qui est Arsenal, Chelsea, enfin les gros clubs, ont justement investi par manque en fait, d'études dans le monde en fait, sportif en fait, globalement. Et actuellement, ce qu'ils sont en train de mettre en place et d'étudier, c'est qu'en fait, ils adaptent le volume d'entraînement, la charge d'entraînement en fonction des cycles hormonaux en fait, de la fin de vie. C'est ce qui est en train de se développer un peu partout dans le monde parce que du coup, on a au-delà de la performance, que finalement ça augmente surtout le risque de blessure. En fait. Ouais, c'est pas si clair que ça. Notamment, il y a une étude sur le croisé qui est quand même. Il faudrait que tu lises l'analyse des dates, l'analyse de l'analyse statistique. C'est pas si clair que ça par rapport au risque de blessure. Mais c'est sûr qu'il y a tellement de choses à potentialiser, à prendre en considération. Alors c'est sûr que dans un sport pro c'est compliqué parce que l'histoire de que les filles quand elles vivent dans un groupe finissent par tout avoir leurs règles en même temps, c'est juste une utopie, c'est juste un mythe, c'est pas vrai. Mais c'est sûr que si tu as un groupe d'une vingtaine de joueuses, un effectif de 20 joueuses, et puis qu'il faut que tu adaptes l'entraînement aux 20 cycles hormonaux qui vont tous être différents, ça complique la donne. Mais en fait, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Mais si ça se trouve, on peut ne pas s'en préoccuper. Mais jusqu'à maintenant, on s'en est toujours pas préoccupé parce qu'on s'y est pas intéressé. Ce qui serait génial, c'est de faire de la recherche et de se dire non, mais attends, c'est bon, tu peux entraîner une femme à n'importe quel moment de son cycle ou tu peux ne pas y faire hyper attention. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on l'a assumé. Donc, il faut qu'on fasse de la recherche. Et c'est souvent, tu sais, on a tendance à, c'est pour tout, on a tendance à pas en faire beaucoup, puis en fait, on revient un petit peu à un intermédiaire. J'ai une bonne raison de penser qu'à un moment donné, on va revenir un petit peu à un intermédiaire. Mais je pense que c'est quand même extrêmement intéressant de se dire que la femme, elle a quand même des états de forme qui changent. Est-ce que ça vaut le coup de prioriser son entraînement dans ces moments-là en vue de la performance? On n'est pas sûr. N'empêche que la forcer à faire des entraînements qu'elle ne peut pas encaisser parce qu'elle est dans une période qui n'est pas favorable, où elle a des douleurs, où elle n'est pas en forme, où elle est fatigable, c'est sûrement pas intéressant.
Et est-ce que c'est parce que tu l'entraînes à ce moment-là que tu la blesses, ou est-ce que c'est parce qu'elle est dans cet état-là que tu la blesses? Toi, c'est parfois. Mais c'est des trucs à double entrée, moi je trouve ça passionnant, je trouve ça génial. Non, mais en fait, je me demande, ils ont fait des études sur tout ce qui est. Parce que là, l'endométriose, on commence un peu plus à en parler. Ça y est, on va avoir un système de diagnostic remboursé par la Sécu depuis peu, je crois d'ailleurs. Alors, moi je suis pas spécialiste, mais j'avais cru comprendre que c'était pas remboursé encore. Et là, je crois que c'est en train de passer. Mais tout ce qui est même le syndrome de désert politique et tout ça, il n'y a pas d'études. Non, c'est pas ça. Et tu te rends compte, les rares études, elles sont faites sur les femmes en âge de procréer. Le peu d'études qu'on a, c'est ça. Donc c'est encore. Ah non, il y a du boulot, hein, ceux qui veulent. Il y a plein de choses à aller chercher. Il y a plein de choses à aller chercher. Vous avez faim? Vous avez soif? C'est bientôt prêt. Vous voulez faire une petite séance, un petit mode? Allez. Vous avez des coachs dans la salle, on peut faire une petite séance de squat. On va faire tout le monde. Bon, on va prolonger les petites discussions. Merci. Merci.